Comment les voisins médiévaux géraient le bruit incessant, les odeurs et les murs mitoyens. Introduction. Dans l'Europe médiévale du XIIIe siècle, imaginez-vous réveillé bien avant l'aube par le tintement des cloches d'église qui résonnent à travers les rues étroites. Vous ouvrez vos volets de bois et découvrez votre voisin d'en face si proche que vous pourriez lui serrer la main sans même vous pencher. Les bâtiments s'inclinent les uns vers les autres, leurs étages supérieurs en encorbellement créant presque un tunnel au-dessus des ruelles sinueuses. Déjà, le marteau du forgeron retentit sur l'enclume, un bruit métallique qui transperce l'air matinal. Les marchands ambulants lancent leurs cris pour vendre leurs marchandises, tandis que le cliquetis des roues en bois cerclées de fer résonne sur les pavés de pierre. L'odeur du pain frais se mêle à celle, moins agréable, des fosses d'aisance et des animaux qui vivent au rez-de-chaussée des maisons. Le bétail meugle, les poulets caquettent, et quelque part dans la distance, un crieur public annonce un décès avec sa cloche lugubre. Voilà votre quotidien. Une vie où l'intimité n'existe pas, où les murs que vous partagez avec vos voisins transmettent chaque bruit, chaque odeur, chaque aspect de leur existence directement dans la vôtre. Dans cette exploration, vous allez découvrir comment les habitants des villes médiévales ont survécu et même prospéré dans des conditions de promiscuité que nous trouverions aujourd'hui absolument intolérables. Nous allons révéler les cadres juridiques sophistiqués qu'ils ont développés pour gérer les conflits de voisinage, les normes sociales qui régissaient le comportement quotidien, et les solutions pratiques qu'ils ont inventées face au bruit constant, aux odeurs omniprésentes et aux murs partagés. Vous découvrirez des procès médiévaux fascinants concernant des fosses sceptiques qui débordaient chez le voisin. Des lois interdisant le travail nocturne pour réduire le bruit, et même des règlements précisant où l'on pouvait vider son pot de chambre. Cette plongée dans le monde médiéval urbain vous montrera que nos ancêtres n'étaient pas des victimes passives de leur environnement, mais des citoyens actifs qui ont créé des systèmes remarquablement nuancés pour gérer la cohabitation forcée. La question centrale qui nous guidera tout au long de cette enquête est simple mais profonde. Comment les gens du Moyen Âge ont-ils réussi à vivre côte à côte dans un monde où le concept même d'espace personnel était pratiquement inexistant? Les réponses pourraient bien vous surprendre et vous offrir des perspectives inattendues sur nos propres défis urbains contemporains. Chapitre 1. La densité écrasante des villes médiévales. Pour vraiment comprendre les défis auxquels faisaient face les voisins médiévaux, il faut d'abord saisir l'extraordinaire densité de leurs villes. Contrairement aux métropoles modernes, qui peuvent s'étendre sur des centaines de kilomètres carrés, les cités médiévales étaient enfermées dans des enceintes fortifiées qui constituaient une contrainte physique absolue. Ces murailles, construites à grands frais pour protéger les habitants des invasions et des pillages, définissaient une frontière rigide au-delà de laquelle la ville ne pouvait pas s'étendre latéralement. Or, voilà que la population urbaine ne cessait de croître tout au long du Moyen Âge, particulièrement à partir du XIe siècle avec l'essor du commerce et de l'artisanat. Prenons l'exemple de Londres. Entre 1500 et 1600, sa population a quadruplé, passant d'environ 50 000 à plus de 200 000 habitants, tout en restant confinée dans un espace d'à peine plus d'1 kilomètre carré. Imaginez la pression démographique que cela représentait. La plupart des grandes villes médiévales couvraient moins de 2 kilomètres carrés, tout en abritant des dizaines de milliers de personnes entassées dans des quartiers si serrés que l'intimité physique devenait une impossibilité mathématique. Face à cette contrainte incontournable, les habitants médiévaux ont trouvé une solution ingénieuse, mais qui allait créer ses propres problèmes. Construire vers le haut plutôt que vers l'extérieur. C'est ainsi que sont nés les fameux bâtiments en encorbellement,
une caractéristique architecturale qui définit l'apparence des villes médiévales. Le principe était simple. Chaque étage dépassait légèrement celui du dessous, projetant la structure vers l'avant au-dessus de la rue. Cette technique permettait de maximiser l'espace habitable à l'intérieur des murailles. Mais regardons de plus près les conséquences de cette approche. Dans certaines rues médiévales, les étages supérieurs des bâtiments se trouvaient si proches que les voisins d'en face pouvaient littéralement se serrer la main depuis leurs fenêtres. Le rapport entre la hauteur des bâtiments et la largeur des rues atteignait fréquemment 3 ou 4 pour 1, créant une sensation d'enfermement presque oppressante. Des immeubles de 6 ou 7 étages s'inclinaient précairement l'un vers l'autre, formant des canyons urbains où la lumière du soleil ne pénétrait que quelques heures par jour et où l'air circulait difficilement. Cette proximité verticale avait certes des avantages pratiques. Les étages en surplomb offraient de l'ombre pendant les étés chauds et une certaine protection contre la pluie. Mais ils amplifiaient aussi considérablement les nuisances sonores, chaque bruit rebondissant entre les murs rapprochés et se propageant dans toutes les directions. Les rues elles-mêmes s'étaient développées de manière organique au fil des siècles, serpentant autour des bâtiments existants plutôt que de suivre un plan rationnel. Elles étaient étroites, sinueuses et d'une largeur irrégulière qui variait parfois de plusieurs mètres d'un bout à l'autre de la même voie. Une réglementation médiévale typique stipulait qu'au moins une rue principale devait permettre à un cavalier portant une lance en travers de sa selle de passer sans obstruction, ce qui donne une idée de l'étroitesse générale des autres voies. Dans les ruelles secondaires, 2 personnes pouvaient à peine se croiser sans se frôler. Les bâtiments penchaient dangereusement vers l'intérieur, créant par endroits un quasi-tunnel, où le ciel n'était visible qu'en levant la tête bien haut. Marchez mentalement dans une de ces ruelles médiévales. À votre gauche et à votre droite se dressent des façades de bois et de torchis, percées de petites fenêtres, d'où émanent les bruits de la vie domestique. Devant vous et derrière vous, la rue tourne et serpente si bien que vous ne pouvez jamais voir très loin. Au-dessus, les étages supérieurs bloquent une grande partie du ciel. Le contact visuel et acoustique avec vos voisins est absolument inévitable. Vous entendez leurs conversations, vous sentez ce qu'ils cuisinent, vous savez quand ils se disputent ou quand ils fêtent un événement heureux. Dans cet environnement d'une densité extraordinaire, l'espace privé devenait une denrée précieuse, presque une marchandise. Chaque pied carré de propriété était jalousement gardé et âprement défendu. Les disputes de voisinage concernant les limites de propriété étaient monnaie courante et pouvaient devenir féroces. Construire un mur qui empiétait de quelques centimètres sur le terrain du voisin, permettre à l'eau de pluie de s'écouler sur la propriété adjacente plutôt que vers la rue, ou placer des matériaux de construction contre le mur d'autrui sans permission. Autant d'infractions qui généraient des conflits légaux. Les archives judiciaires médiévales regorgent de plaintes concernant ces empiètements qui, de notre perspective moderne, peuvent sembler mineurs, mais qui revêtaient une importance capitale dans un monde où l'espace représentait une ressource limitée et vitale. Cette compréhension de l'espace privé comme commodité précieuse nous prépare à saisir pourquoi les relations de voisinage nécessitaient des réglementations aussi complexes et détaillées. Quand vous ne pouvez pas simplement déménager dans un quartier plus tranquille ou construire une extension dans votre jardin, quand chaque action de votre voisin peut directement impacter votre qualité de vie, alors la société doit développer des mécanismes sophistiqués pour gérer l'inévitable friction de la cohabitation forcée. Chapitre 2. Le paysage sonore médiéval. Une ville qui ne se taisait jamais. Tournons-nous maintenant vers un aspect de la vie urbaine médiévale
qui frappait immédiatement tout visiteur: le bruit. Les gens du Moyen Âge vivaient régulièrement dans des conditions sonores que nous qualifierions aujourd'hui de suprêmement bruyantes. Les sources historiques ne laissent aucun doute à ce sujet. Vivre dans une ville médiévale signifiait être exposé à un vacarme constant dont l'intensité et la variété dépassent ce que la plupart d'entre nous expérimentent dans nos villes modernes, même les plus animées. Mais ce qui est fascinant, c'est que les habitants médiévaux ne possédaient pas notre concept de pollution sonore. Pour eux, le bruit faisait simplement partie intégrante de l'existence urbaine, une réalité incontournable qu'il fallait accepter plutôt que combattre. Leur tolérance au niveau sonore était considérablement plus élevée que la nôtre, non pas parce qu'ils avaient des capacités auditives différentes, mais parce que leur compréhension de ce qui constituait un niveau de bruit acceptable était radicalement différente de nos standards contemporains. Commençons par le bruit des transports, omniprésent du lever au coucher du soleil. Les roues en bois des chariots, des charrettes et des brouettes, cerclées de fer pour les rendre plus durables, produisaient un cliquetis continu en roulant sur les pavés de pierre inégaux. Ce n'était pas le ronronnement relativement lisse des véhicules modernes sur l'asphalte, mais un fracas irrégulier, cahotant, qui résonnait à travers les rues étroites. Chaque cahot sur les pavés générait un choc métallique amplifié par l'acoustique particulière des ruelles encaissées. À cela s'ajoutait le bruit des marchandises transportées, des tonneaux qui s'entrechoquaient, des outils métalliques qui cliquetaient, des sacs de grains qui glissaient et se repositionnaient. Les chevaux ajoutaient leur propre symphonie sonore avec leur hennissement, leur renâclement et le claquement rythmique de leurs sabots ferrés sur la pierre. Dans les quartiers de marché, le bétail destiné au commerce ou à l'abattage contribuait également au vacarme. Vaches meuglant, porcs grognant, moutons bêlant, volailles caquetant. Il faut se rappeler qu'à cette époque, les animaux ne se trouvaient pas seulement dans des zones agricoles éloignées, mais vivaient littéralement à l'intérieur des villes, parfois même au rez-de-chaussée des maisons, dans le cas des longues maisons qui divisaient l'espace entre les humains à une extrémité et le bétail à l'autre. Mais le bruit le plus omniprésent et le plus inévitable provenait sans doute des cloches d'église. Dans les grandes villes comme Londres ou Paris, des centaines de cloches sonnaient toutes les quelques heures, marquant les heures canoniques à travers toute la chrétienté. Ces sonneries n'étaient pas de simples tintements discrets, mais de véritables carillons qui devaient être audibles dans toute la communauté pour accomplir leur fonction de structuration du temps. Chaque église possédait ses propres cloches, utilisées selon des motifs différents pour diverses pratiques religieuses et occasions de la vie sociale. À Florence, par exemple, les différentes églises ajustaient leurs sonneries de manière à créer un motif sonore quotidien distinct qui dictait littéralement le rythme de vie de la ville entière. Les cloches n'annonçaient pas seulement les offices religieux, elles signalaient l'ouverture et la fermeture des portes de la ville, avertissaient en cas d'incendie, marquaient les heures de travail et de repos. Imaginez un instant ce que cela représentait. Jour et nuit, à intervalles réguliers, un tonnerre de bronze résonnant à travers les rues, rebondissant contre les murs rapprochés, pénétrant par les fenêtres sans vitres des maisons. Il n'y avait aucun moyen d'échapper à ce rappel constant du temps communal et des obligations religieuses. Les cloches étaient un marqueur sonore sacré qui unifiait la communauté dans un rythme partagé, mais qui rendait aussi impossible toute notion de tranquillité personnelle. Le bruit artisanal constituait une autre composante majeure du paysage sonore médiéval. Les forgerons, en particulier, généraient un vacarme qui portait loin à travers les quartiers. Le marteau frappant le métal sur l'enclume produisait un son métallique perçant
qui pouvaient s'entendre à des centaines de mètres de distance. Les charpentiers ajoutaient le bruit constant des scies coupant le bois et des marteaux enfonçant les clous. Les tailleurs de pierre martelaient avec leurs burins, créant une percussion dure et répétitive. Ce qui amplifiait le problème, c'est que les métiers similaires avaient tendance à se concentrer dans les mêmes quartiers. Les forges, par exemple, se regroupaient souvent dans la même zone, ce qui signifie que vous pouviez avoir plusieurs enclumes résonnant simultanément du matin au soir. Les villes s'organisaient autour des corps de métiers, créant des quartiers spécialisés où le bruit caractéristique d'un artisanat particulier dominait le paysage sonore local. Ajoutons à cela les cris des marchands ambulants qui devaient vendre leurs produits à la criée. Leurs voix devaient être suffisamment fortes et insistantes pour se faire entendre au-dessus de tous les autres bruits urbains, créant une compétition sonore constante. Les artisans qui proposaient leurs services criaient également pour attirer les clients. Les chanteurs de ballades se produisaient dans les rues, racontant les derniers scandales et nouvelles en chansons. Le marché devenait ainsi une véritable cacophonie de voix humaines, d'animaux, d'outils et de véhicules, du lever au coucher du soleil. L'environnement domestique lui-même était rarement calme ou vide. Les maisons médiévales abritaient non seulement la famille nucléaire, mais souvent plusieurs serviteurs résidant sur place, un ou deux apprentis si le maître de maison pratiquait un métier, et parfois plusieurs enfants. Un château modeste pouvait héberger entre 30 et 50 personnes, créant un bourdonnement de fond constant d'une communauté autonome. Dans un château en activité, on entendait le martelage provenant de la forge, les animaux dans la cour, les soldats s'entraînant, les serviteurs criant des ordres d'un bout à l'autre de l'enceinte. La grande salle grouillait de gens mangeant, discutant, se disputant. Les enfants couraient dans les couloirs en jouant. Même dans une maison bourgeoise plus modeste, la présence constante de multiples personnes signifiait un niveau de bruit de fond que nous trouverions aujourd'hui difficile à supporter. Les conversations, les disputes domestiques, les pleurs d'enfants, le bruit des activités quotidiennes comme la préparation des repas ou le travail artisanal. Tout cela se mélangeait dans une rumeur permanente qui ne cessait jamais vraiment. Même la nuit, lorsque de nombreuses personnes dormaient dans les mêmes pièces. Et c'est précisément à ce moment que nous devons mentionner un élément particulièrement remarquable du paysage sonore médiéval. Les crieurs des morts. Ces pleureurs professionnels parcouraient les villes médiévales pour annoncer les décès avec des cloches et des prières. Vêtus de noir, ils sonnaient à leurs cloches selon un code précis. 2 fois pour les nobles, 1 seule fois pour les gens du commun. À chaque carrefour, ils s'arrêtaient pour crier le nom du défunt, les détails des funérailles et demander aux passants de prier pour l'âme du disparu. Cette pratique ajoutait une dimension lugubre et solennelle au bruit ambiant, un rappel constant de la mortalité qui résonnait régulièrement à travers les rues. La mort n'était pas une affaire privée et silencieuse, mais un événement public annoncé sonore qui ponctuait la vie de la communauté. Tous ces bruits ensemble créaient un environnement sonore si dense, si omniprésent, qu'il est presque impossible pour nous de l'imaginer pleinement aujourd'hui. Le silence, tel que nous le concevons, n'existait tout simplement pas dans la ville médiévale. Même la nuit, les cloches continuaient à sonner les heures canoniques, les chiens aboyaient, les ivrognes titubaient en chantant dans les tavernes jusqu'au couvre-feu, et dans les maisons, des dizaines de personnes dormaient ensemble dans un concert de ronflements, de toux et de mouvements nocturnes. Chapitre 3. Les réglementations sur le bruit. Les limites de la tolérance. Malgré cette tolérance remarquablement élevée au bruit ambiant, il existait néanmoins des limites à ce que les habitants médiévaux étaient prêts à accepter.
Certains bruits, dans certaines circonstances, franchissaient la ligne invisible du supportable et devenaient de véritables nuisances nécessitant une intervention réglementaire. Le travail nocturne se révélait particulièrement problématique pour les voisins qui tentèrent de dormir, alors que le vacarme diurne était largement accepté comme une nécessité inévitable de la vie commerciale et artisanale. Les nuits étaient censées offrir un répit relatif, une période pendant laquelle les activités les plus bruyantes devaient cesser. C'est dans ce contexte que les autorités urbaines et les guildes artisanales ont commencé à élaborer des règlements spécifiques visant à limiter le bruit nocturne, révélant ainsi où se situait précisément la frontière de la tolérance médiévale. En 1394, la ville de Londres a interdit aux forgerons de travailler après la tombée de la nuit. Cette interdiction n'était pas une mesure isolée, mais s'inscrivait dans un ensemble plus large de réglementations des guildes qui prohibaient le travail des forgerons avant l'aube ou après le crépuscule. La raison explicitement donnée était que le bruit provenant des ateliers dérangeait le sommeil des voisins. Pensez à ce que cela implique. Le martèlement constant du métal sur l'enclume, qui pouvait continuer pendant des heures, était jugé trop perturbateur pour être toléré pendant les heures de repos, même dans une société habituée à des niveaux sonores extraordinairement élevés. L'interdiction du travail de nuit figurait fréquemment dans les codes des guildes, non seulement pour des raisons de nuisance sonore, mais aussi pour contrôler la qualité du travail et empêcher la concurrence déloyale par des artisans qui travailleraient des heures excessives. Les règlements techniques stipulaient souvent que le travail devait être effectué dans la maison du maître plutôt que dans les rues, une mesure qui visait à contenir le bruit à l'intérieur des bâtiments autant que possible, même si les murs minces en torchis et bois offraient peu d'isolation acoustique. D'autres sources de bruit nocturne faisaient également l'objet de restrictions. Les lois limitaient les rassemblements tardifs dans les tavernes, reconnaissant que les buveurs bruyants perturbaient la paix du voisinage. Les musiciens de rue se voyaient interdire de jouer après le couvre-feu. Les activités d'atelier particulièrement bruyantes devaient être réduites pendant la nuit. Ces réglementations révèlent une tentative délibérée de trouver un équilibre entre l'activité économique nécessaire et le droit des voisins à un repos relatif. Il ne s'agissait pas d'éliminer complètement le bruit, ce qui aurait été impossible et impensable, mais plutôt de moduler son intensité selon les moments de la journée, créant ainsi un rythme temporel qui respectait les besoins humains fondamentaux de repos. L'application de ces règlements dépendait largement de l'autosurveillance au sein des guildes. Les membres d'un même corps de métier se surveillaient mutuellement pour détecter les violations, un système qui fonctionnait étonnamment bien dans les quartiers artisanaux où tout le monde se connaissait. Les amendes pour travail nocturne pouvaient être substantielles, suffisamment lourdes pour dissuader la plupart des artisans de violer les règles. Les quartiers de métier s'autorégulaient ainsi en matière de niveau sonore, créant une forme de contrôle communautaire. Mais ce qui est frappant, c'est la rareté relative des réglementations sur le bruit par rapport à notre époque moderne. La raison en est simple. Le niveau ambiant de bruit était si élevé que la tolérance l'était également. Seuls les cas les plus extrêmes justifiaient une intervention réglementaire. Le bruit diurne, aussi intense fût-il, était largement non réglementé et accepté comme une composante nécessaire du commerce et de l'artisanat. Le claquement des roues de chariots sur les pavés, les cris des marchands, le hennissement des chevaux, les cloches d'église. Tout cela faisait partie de la bande-son inévitable de la vie urbaine, et il ne serait venu à l'esprit de personne de tenter de le réglementer ou de le réduire. Chapitre 4. L'odeur des villes médiévales. L'olfaction comme préoccupation publique. Passons maintenant à un autre aspect essentiel de la vie de voisinage médiéval. Les odeurs. Les villes médiévales sentaient indéniablement mauvais comparées à ce que nous trouvons acceptable aujourd'hui.
Les historiens s'accordent sur ce point fondamental, tout en nous mettant en garde contre une exagération des conditions réelles. Comme l'indiquent les recherches récentes, c'était sale et malsain, mais nous avons probablement exagéré à quel point c'était terrible. Ce qui est particulièrement intéressant pour notre exploration, c'est que pour une personne médiévale, l'odeur n'était pas une affaire privée, mais une préoccupation publique. Cette distinction est fondamentale, là où nous considérons aujourd'hui que ce qui se passe à l'intérieur de notre propriété relève de notre sphère privée. Les habitants du Moyen Âge comprenaient intuitivement que les odeurs ne respectent pas les frontières de propriété et que la puanteur d'un voisin devient rapidement le problème de tous. Pour vraiment saisir l'ampleur du défi olfactif, regardons quelques chiffres concrets. Une ville de 10 000 habitants générait annuellement environ 900 000 litres d'excréments et 3 millions de litres d'urine. Où tout cela allait-il? La plupart des maisons disposaient de fosses d'aisance qui nécessitaient un vidage régulier par des travailleurs spécialisés, appelés en Angleterre les gong farmers, littéralement les fermiers de fumier. Ces fosses étaient souvent situées dans les arrière-cours ou même dans les caves des maisons, à proximité immédiate des espaces de vie. Même bien entretenues, elles dégageaient des odeurs constantes qui imprégnaient le voisinage. À cela s'ajoutaient les animaux d'élevage qui vivaient littéralement dans les villes, bétail au rez-de-chaussée des maisons, porcs et volailles dans les cours, chevaux dans les écuries urbaines. Les marchés où l'on vendait du poisson, de la viande et des produits agricoles à divers stades de fraîcheur contribuaient également au bouquet olfactif urbain. Les rues possédaient généralement des caniveaux ouverts qui coulaient au milieu, transportant les eaux usées vers les rivières. En période de sécheresse, ces caniveaux stagnaient, créant des poches de puanteur particulièrement intenses. Mais la situation devenait encore plus problématique dans certains quartiers à cause des industries artisanales. Les abattoirs, les tanneries et les ateliers de teinture créaient des déchets véritablement toxiques et malodorants. Le processus de tannage, en particulier, utilisait de l'urine et des excréments d'animaux pour traiter les peaux, générant une puanteur si intense qu'elle est difficile à imaginer pour quiconque ne l'a jamais sentie. Les teinturiers utilisaient diverses substances chimiques et organiques qui produisaient leurs propres odeurs piquantes. À Paris, la Seine était polluée par les déchets des bouchers, des tanneurs, par les corps en décomposition dans les cimetières riverains et par les déjections humaines et animales. L'eau de la rivière, qui servait également aux besoins domestiques et industriels, charriait cette soupe pestilentielle à travers la ville. Dans un tel environnement, imaginez ce que représentait le fait d'avoir un tanneur ou un boucher comme voisin immédiat. L'odeur ne s'arrêtait pas à la limite de leur propriété, mais envahissait tout le quartier, pénétrant par les fenêtres ouvertes, imprégnant les vêtements et rendant parfois l'air presque irrespirable. Or, voilà que les habitants des villes médiévales n'étaient pas indifférents à ces odeurs. Les gens vivant dans les villes remarquaient quand les quartiers commençaient à empester les déchets. Ils ne se contentaient pas de supporter passivement cette situation, mais portèrent leurs plaintes directement au roi, qui ordonnait ensuite aux maires et aux shérifs de nettoyer les cités. Un exemple frappant provient de Malmö, une ville danoise, où une loi de 1487 stipulait que les latrines devaient être creusées dans le sol, de manière à ce que les déchets ne s'écoulent pas et ne répandent pas de mauvaises odeurs sur les rues et les zones voisines. Cette législation reconnaissait explicitement que l'odeur constituait une nuisance légitime, méritant une intervention réglementaire. Plus révélateur encore, une loi spécifique exigeait que les fenêtres donnant sur la cour ou le jardin d'un voisin soient équipées de barreaux afin qu'on ne puisse pas y vider son pot de chambre. Cette réglementation nous montre à la fois la réalité crue des pratiques de l'époque et la volonté des autorités de protéger les voisins des conséquences les plus désagréables de la proximité forcée.
Les lois médiévales restreignaient fréquemment les métiers les plus polluants à des quartiers spécifiques, généralement situés près des rivières et souvent en aval de l'approvisionnement en eau potable. Cet zonage primitif témoigne d'une conscience environnementale remarquablement développée. Les autorités urbaines comprenaient que certaines activités étaient économiquement nécessaires, mais qu'il fallait les éloigner des zones résidentielles densément peuplées pour limiter leur impact olfactif et sanitaire. Les forgerons, les foulons et les fabricants de chaux étaient parfois carrément repoussés à l'extérieur des murailles de la ville, en raison de leur pollution et de leurs nuisances. Les chroniques de l'époque mentionnent explicitement que les villes essayaient de faire relocaliser les bouchers et les artisans produisant des déchets sales, là où ils ne seraient pas offensants. Cette phrase révèle clairement que les considérations olfactives jouaient un rôle central dans la planification urbaine médiévale. Il ne s'agissait pas simplement d'accepter la puanteur comme inévitable, mais de tenter activement de la gérer et de la contenir. Ce qui émerge de cet examen, c'est une image nuancée, très différente du stéréotype de ville médiévale baignant sans réaction dans leur propre saleté. Les habitants urbains du Moyen Âge étaient préoccupés par les déchets odorants et cherchaient activement à contrôler leur manipulation et leur élimination. La puanteur des déchets représentait une menace évidente pour la santé publique dans le contexte de la théorie miasmatique de la transmission des maladies, qui dominait la pensée médicale de l'époque. Selon cette théorie, les mauvaises odeurs elles-mêmes étaient porteuses de maladies, ce qui rendait leur contrôle non seulement une question de confort, mais de survie. Les gens se souciaient de l'esthétique, de la santé et du bruit, et voulaient organiser leur ville de manière fonctionnelle et saine. Cette volonté se manifestait dans une multitude de règlements municipaux qui, pris ensemble, constituent un véritable code de gestion environnementale urbaine. Chapitre 5. Gestion des déchets et réglementation sanitaire. Les interventions royales et municipales en matière d'assainissement révèlent l'importance accordée à ces questions au plus haut niveau du pouvoir. En 1186, Philippe Auguste ordonna que les rues de Paris soient pavées de pierres pour surmonter la pollution de l'air et la puanteur qui accablait la capitale française. Cette décision n'était pas purement esthétique. Le pavage permettait un meilleur drainage et facilitait le nettoyage des rues. Vers l'an 1200, le même Philippe Auguste fit paver de nombreuses rues parisiennes en incorporant un drain ouvert au milieu pour les eaux usées. Ce système primitif, mais efficace, canalisait les déchets liquides vers la Seine, plutôt que de les laisser stagner dans les rues. En 1370, le prévôt parisien Hugues Aubriot franchit une étape supplémentaire en faisant construire le premier égout voûté et muré de pierre de Paris médiéval, rue Montmartre. Cette infrastructure souterraine représentait un investissement considérable et témoignait de la volonté des autorités de traiter sérieusement les problèmes d'assainissement urbain. Londres connut une évolution similaire, avec des ordonnances de plus en plus sophistiquées régulant l'élimination des déchets et la construction des installations sanitaires. Mais la responsabilité du nettoyage ne reposait pas uniquement sur les autorités centrales. Les villes médiévales comme Londres, Paris et Francfort imposèrent des ordonnances strictes gouvernant l'élimination des déchets, plaçant la responsabilité principale sur les résidents eux-mêmes. Une ordonnance parisienne du XIVe siècle exigeait que les propriétaires nettoient la zone devant leur propriété chaque samedi. Ce n'était pas une suggestion ou une recommandation pieuse, mais une obligation légale assortie d'amendes substantielles pour non-respect. Ces amendes pouvaient être suffisamment lourdes pour constituer une véritable dissuasion, garantissant que la plupart des gens s'acquittaient de leur devoir civique de maintien de la propreté du voisinage. Le système reposait sur le principe que chaque habitant avait une responsabilité partagée
pour la propreté de l'espace public, immédiatement adjacent à sa propriété. Cette approche créait un patchwork de zones propres, devant les maisons de résidents consciencieux, et de zones plus sales, devant celles des négligents, mais établissait néanmoins un standard communautaire minimum. Pour gérer les déchets solides qui ne pouvaient pas être simplement balayés dans les caniveaux, de nombreuses villes établissaient des sites de décharge désignés à l'extérieur des murailles. Ces dépôts servaient de référentiel pour les déchets ménagers et de marché, aidant à maintenir le cœur urbain relativement propre. L'organisation de l'élimination des déchets, plutôt que de simplement les jeter n'importe où, représentait une approche systématique de la gestion environnementale urbaine. Les gang farmers circulaient régulièrement dans les quartiers pour vider les fosses d'aisance, transportant les déchets vers ces sites désignés ou, dans certains cas, les vendant comme engrais aux agriculteurs des environs. Ce système de recyclage primitif reconnaissait la valeur agricole des déchets humains tout en les éloignant des zones habitées. Les réglementations ciblant l'élimination des déchets commencèrent à apparaître dans les statuts municipaux à partir du XIIe siècle, souvent en réponse à la dégradation visible des rivières et des ruisseaux qui servaient aux besoins domestiques et industriels. Quand la Seine ou la Tamise devenaient trop polluées pour être utilisables, les autorités étaient forcées d'agir. Ces interventions révèlent une conscience environnementale pratique. Les habitants médiévaux comprenaient que la pollution avait des conséquences directes sur leur qualité de vie et leur santé. La théorie miasmatique des maladies, malgré son inexactitude scientifique selon nos connaissances modernes, avait néanmoins l'avantage de motiver les gens à réduire les puanteurs et donc, indirectement, à améliorer l'hygiène générale. Si vous croyez que les mauvaises odeurs peuvent littéralement vous rendre malade, vous avez une forte incitation à les éliminer. Ce qui émerge de cet examen des systèmes de gestion des déchets médiévaux, c'est une image bien plus sophistiquée que le stéréotype de villes croupissant dans leurs propres déchets. Les habitants urbains médiévaux étaient préoccupés par les déchets odorants et cherchaient activement à contrôler leur manipulation et leur élimination. Ils voulaient des villes fonctionnelles et saines, et ils ont développé des systèmes, certes imparfaits selon nos standards modernes, pour atteindre cet objectif. La gestion des déchets n'était pas ignorée, mais constituait une préoccupation centrale de la gouvernance urbaine, impliquant des interventions au niveau royal, municipal et individuel. Les réglementations sanitaires médiévales établissaient les fondations sur lesquelles se construiraient les systèmes de santé publique modernes. Chapitre 6. Les murs mitoyens. Quand le bâtiment de votre voisin devient votre problème. Examinons maintenant un aspect encore plus direct de la vie de voisinage médiéval. Les murs partagés et les structures mitoyennes. Dans un environnement urbain aussi dense, où les bâtiments étaient construits littéralement côte à côte, les choix de construction d'un voisin n'étaient pas simplement ses affaires privées, mais pouvaient avoir des conséquences dramatiques pour les propriétés adjacentes. Le danger le plus omniprésent et le plus terrifiant était sans conteste l'incendie. La construction à ossature de bois dominait l'architecture médiévale urbaine, avec un remplissage de torchis, de lattes et de plâtre, ou parfois de briques. Ces matériaux étaient hautement inflammables, et dans des quartiers où les bâtiments se touchaient ou étaient séparés de quelques centimètres à peine, le feu d'un voisin devenait instantanément votre feu. Les flammes pouvaient se propager avec une rapidité terrifiante à travers des pâtés de maisons entiers, voire des quartiers entiers, détruisant en quelques heures le travail de générations. L'incendie de Southwark, en 1212, marqua un tournant dans la réglementation urbaine londonienne. Cette catastrophe, qui détruisit une grande partie du quartier, résulta en les premières ordonnances de prévention des incendies enregistrées à Londres. Ce n'était pas un cas isolé. Partout en Europe, les grandes villes connurent des incendies dévastateurs
qui forcèrent les autorités à repenser les codes du bâtiment. Entre le XIIe et le XIVe siècle, Londres, Paris et les cités-États italiennes rendirent illégale la construction de maisons en bois sans coupe-feu. Les toits de pierre et de tuiles devinrent obligatoires dans de nombreuses zones après les incendies urbains majeurs, remplaçant les toits de chaume infiniment plus inflammables. Les réglementations de Wardmote de la ville de Londres, datant pour certaines de 1067, mais principalement du XIIIe et XIVe siècle, stipulaient qu'aucune cheminée ne pouvait être construite sauf en pierre, en tuiles ou en plâtre. Le bois était strictement prohibé pour cet élément architectural particulièrement à risque. Les plaintes de voisinage concernant les risques d'incendie figurent régulièrement dans les archives judiciaires. Construire une cheminée trop près de la maison d'un voisin et ainsi risquer de la mettre en feu constituait une infraction sérieuse qui pouvait donner lieu à des poursuites devant les tribunaux municipaux. Ces réglementations protégeaient la communauté dans son ensemble, pas seulement les propriétés individuelles. Une maison en feu menaçait tout le quartier, voire toute la ville dans les cas les plus graves. Les autorités comprenaient donc que la sécurité incendie ne pouvait pas être laissée à la discrétion individuelle, mais nécessitait une réglementation collective strictement appliquée. Après le grand incendie de Londres, en 1666, qui rasa une grande partie de la ville, les nouvelles constructions durent être érigées en briques ou en pierre. L'encorbellement des étages supérieurs et les enseignes saillantes furent interdits, non seulement pour des raisons de sécurité incendie, mais aussi pour améliorer la circulation de l'air et réduire la propagation potentielle des flammes. Les réglementations sur les murs mitoyens eux-mêmes devinrent de plus en plus sophistiquées au fil du temps. Dès 1189, et peut-être même avant 1216, Londres possédait déjà un ensemble de règlements traitant des murs mitoyens et d'autres nuisances. Après le grand incendie de 1666, les murs mitoyens devinrent obligatoires, fournissant une barrière structurelle entre les propriétés. Le Building Act de 1774 régula de manière encore plus détaillée les responsabilités des propriétaires de murs mitoyens et définit comment résoudre les litiges concernant ces structures partagées. Qui devait entretenir le mur? Qui devait payer les réparations? Que se passait-il si le mur était endommagé par les actions d'un des voisins? Ces questions nécessitaient des réponses légales claires, et les codes du bâtiment évoluèrent pour les fournir. Un autre type de litige fréquent concernait l'évacuation de l'eau de pluie. Une plainte courante dans les archives de l'Assize of Nuisance de Londres concernait des propriétaires qui dirigeaient l'eau de pluie sur la propriété voisine au lieu de vers la rue. Le drainage était une source persistante de conflits entre voisins. Les réglementations spécifiaient la gestion appropriée de l'eau, reconnaissant que le mauvais drainage d'un voisin pouvait inonder votre propriété ou saper vos fondations. Dans un environnement où les bâtiments étaient construits si près les uns des autres, l'eau qui s'accumulait entre deux structures pouvait causer des dommages structurels sérieux aux deux. Les litiges portaient également sur le placement de matériaux de construction. Placer du bois ou d'autres matériaux contre le mur d'un voisin sans permission constituait une infraction. Chaque pouce d'espace était contesté, et les violations du code du bâtiment affectaient les voisins directement. Ce qui ressort clairement de cet examen des réglementations sur les bâtiments partagés, c'est l'effort constant pour équilibrer les droits de propriété individuelle avec la sécurité communautaire. Vous ne pouviez pas simplement construire comme bon vous semblait sur votre propre terrain parce que vos choix de construction avaient des implications directes pour la sécurité et le bien-être de vos voisins. Les codes du bâtiment médiévaux reconnaissaient cette réalité et tentèrent de créer un cadre légal qui protégeait à la fois les libertés individuelles et l'intérêt collectif.
Le développement progressif de réglementations de plus en plus détaillées témoigne d'une société qui apprenait de ces catastrophes et qui adaptait ses lois pour prévenir leur répétition. Chapitre 7. Le problème des fosses d'aisance quand les eaux usées traversent les frontières de propriété. Abordons maintenant un aspect particulièrement délicat de la vie de voisinage médiéval, les fosses d'aisance et les litiges qu'elles généraient. Une ordonnance londonienne du XIIIe siècle stipulait que les fosses d'aisance revêtues d'un mur de pierre devaient être situées à une distance minimale de 2 pieds et demi de la propriété voisine. Pour les fosses non murées en pierre, cette distance minimale passait à 3 pieds et demi. Ces spécifications précises n'étaient pas arbitraires, mais visaient à prévenir le débordement et l'infiltration dans la propriété du voisin. Les réglementations interdisaient également de construire des fosses d'aisance trop près des puits, reconnaissant le risque de contamination de l'eau potable. Ces mesures témoignent d'une compréhension intuitive, sinon scientifique, des dangers sanitaires associés aux déchets humains. Mais ces réglementations n'étaient pas de simples abstractions légales. Les archives judiciaires médiévales nous fournissent des témoignages vivants et parfois révoltants de ce qui se passait quand les fosses d'aisance étaient mal construites ou mal entretenues. L'Assize of Nuisance de Londres, qui couvre la période de 1301 à 1431, contient des comptes rendus détaillés de plaintes de voisinage concernant diverses offenses contre les ordonnances d'assainissement de la ville. Un cas particulièrement frappant date de 1328, lorsque William Sprott porta plainte contre ses voisins Adam et William Maire. La fosse d'aisance des Maires était, selon Sprott, située trop près de son bâtiment et tellement remplie d'eaux usées que le contenu pénétrait son mur de pierre et entrait dans sa maison, et s'y accumule, causant une grande puanteur. Imaginez un instant cette situation. Vous vivez dans votre maison, et les excréments de vos voisins suintent littéralement à travers votre mur, s'accumulant à l'intérieur de votre espace de vie. La puanteur serait insupportable, les risques sanitaires évidents et le dégoût compréhensible. Ce cas n'était pas une aberration isolée. Un autre exemple fascinant de l'innovation sanitaire médiévale et de ses conséquences imprévues concerne Alice Wade, en 1314. Alice avait construit une sorte de toilette à chasse d'eau artisanale, une innovation remarquable pour l'époque qui témoignait de l'ingéniosité des habitants médiévaux face aux défis sanitaires. Malheureusement pour Alice, ses voisins se plaignirent que son ingénieux système bloquait le caniveau commun. Les autorités la forcèrent à démanteler son installation. Cette histoire illustre le conflit perpétuel entre l'ingéniosité individuelle et l'infrastructure communautaire. Même les améliorations bien intentionnées pouvaient causer des conflits de voisinage si elles perturbaient les systèmes partagés. Cela montre également que les habitants médiévaux ne se contentaient pas passivement de leurs conditions sanitaires, mais cherchaient activement des solutions innovantes, même si elles n'étaient pas toujours couronnées de succès. Les archives montrent clairement que les problèmes d'eau usée constituaient une cause majeure de batailles légales et de disputes de voisinage. Les tribunaux prenaient ces plaintes très au sérieux. L'Assize of Nuisance fournissait un recours légal pour les citoyens affectés, et les affaires étaient entendues devant le maire et les échevins, signalant une attention au niveau municipal. Quand une nuisance privée affectait les voisins, elle devenait une affaire publique méritant l'intervention des plus hautes autorités locales. Les remèdes judiciaires incluaient des ordres de démanteler les structures offensantes, des exigences de reconstruire ou de relocaliser les fosses d'aisance, des amendes pour violation et parfois une compensation pour les voisins endommagés. Le système légal fournissait ainsi des mécanismes concrets pour résoudre ces litiges, plutôt que de les laisser dégénérer en conflits violents. Ce qui ressort de ces cas spécifiques, c'est que les problèmes d'assainissement n'étaient pas une abstraction théorique, mais une réalité quotidienne vécue qui pouvait sérieusement affecter la qualité de vie.
La proximité forcée signifiait que la négligence ou la malchance d'un voisin en matière de gestion des déchets devenait instantanément votre problème. Les systèmes légaux médiévaux reconnaissaient cette réalité et tentèrent de fournir des cadres pour la prévention et la résolution de tels conflits. L'existence même de ces réglementations détaillées et de ces mécanismes de plainte nous dit quelque chose d'important sur la société médiévale. Loin d'être une époque de chaos et d'anarchie, c'était une période où les droits de propriété étaient pris au sérieux et où des systèmes juridiques sophistiqués existaient pour protéger les citoyens des nuisances de leurs voisins. Chapitre 8. L'intimité. Un concept qui n'existait pas. Tournons-nous maintenant vers un aspect de la vie médiévale qui nous semblerait peut-être le plus difficile à supporter. L'absence presque totale d'intimité. L'intimité telle que nous la comprenons aujourd'hui, la possibilité d'être seul, de fermer une porte et d'avoir un espace vraiment privé, tout simplement n'existait pas de la manière dont nous la concevons. Selon les sources historiques, il n'y avait absolument aucune intimité. Tout le monde savait ce qui se passait. Dans les environnements urbains, verticaux et bondés, l'intimité était presque impossible. Cette réalité n'était pas seulement une question d'architecture, mais touchait aux aspects les plus intimes de l'existence quotidienne. Commençons par les fenêtres. Ces ouvertures qui, dans nos maisons modernes, nous permettent de voir dehors, tout en maintenant une barrière entre nous et le monde extérieur. Pour la plupart des gens au Moyen Âge, les fenêtres étaient des ouvertures sans vitres ou couvertes de parchemins, de peaux animales ou de volets de bois. Le verre restait un luxe réservé aux très riches pendant la majeure partie de la période médiévale. Seuls les châteaux, habités par les rois, les évêques et les seigneurs fortunés, possédaient de petits carreaux de verre plombés dans les chambres privées, les chapelles et les grandes salles. Même dans ces demeures opulentes, la plupart des pièces de service et les façades défensives comptaient encore sur des volets et des ouvertures étroites. Les gens ordinaires utilisaient des volets de bois pour bloquer les courants d'air et laisser entrer la lumière. Pour beaucoup, les fenêtres étaient simplement de petites ouvertures pour laisser entrer un peu de lumière, et pour les très pauvres, souvent juste des trous dans le mur. Certains expérimentaient avec du tissu huilé, des volets de papier ou de fines feuilles de cornes d'animal, particulièrement communes dans l'Angleterre du XVIe siècle. Or, voilà que dans des rues si étroites que les étages supérieurs se touchaient presque, ces fenêtres ouvertes donnaient directement sur l'intérieur des maisons des voisins d'en face. Vous pouviez voir dans leur espace de vie aussi facilement qu'ils pouvaient voir dans le vôtre. Les conversations, les disputes, les activités quotidiennes, tout était potentiellement visible et audible pour ceux qui vivaient à quelques mètres de distance. La loi exigeant des barreaux sur les fenêtres donnant sur la cour ou le jardin d'un voisin visait certes à empêcher de vider les pots de chambre par la fenêtre, mais elle avait aussi pour effet de créer une barrière physique permanente qui rappelait constamment la proximité envahissante des voisins. L'intimité visuelle complète était tout simplement impossible dans un tel environnement. Mais l'absence d'intimité allait bien au-delà des fenêtres ouvertes. Pénétrons dans une maison médiévale typique, habitée par des gens ordinaires. Les familles communes vivaient souvent dans une ou deux pièces seulement. Un seul lit servait à toute la famille. Les parents dormaient avec les enfants et parfois même avec des parents en visite. Les lits étaient coûteux et les maisons exiguës, donc le partage était une nécessité économique et spatiale. Jusqu'au XXe siècle, les pauvres vivaient à bien des égards comme à l'époque médiévale, dormant sur des matelas de paille dans la même pièce où ils cuisinaient et travaillaient. La configuration typique du lit familial médiéval était révélatrice. Le couple au milieu, les filles disposées du côté le plus proche du mur, avec la plus jeune près de la mère, et les garçons de l'autre côté,
rangés par ordre d'âge. Cette organisation maximisait la chaleur et la sécurité, mais éliminait toute possibilité d'espace personnel nocturne. Dans les grandes maisons de l'Europe médiévale, une grande partie de la maisonnée se rassemblait dans la grande salle pour passer la nuit sur des couvertures ou des manteaux. Au début du Moyen Âge, même le seigneur local et sa dame se couchaient dans la salle avec leurs enfants, leurs suivants, leurs invités, leurs serviteurs et quiconque se trouvait là. Des maisonnées entières se couchaient ensemble sur des sacs de foin dans l'espace où elles vivaient et dînaient. La sécurité relative et la chaleur de cet arrangement communautaire compensaient le manque d'intimité. Le solar, cette pièce réservée aux aristocrates seuls, avec peut-être un serviteur ou trois, n'existait pas avant le milieu de la période médiévale. L'évolution vers des chambres privées représentait un développement progressif et inégal, réservé d'abord aux plus riches avant de se diffuser lentement vers le bas de l'échelle sociale. La maison médiévale moyenne pouvait inclure plusieurs serviteurs résidents, un ou deux apprentis, si le maître de maison exerçait un métier, et possiblement plusieurs enfants. Un château modeste pouvait héberger entre 30 et 50 personnes, créant un bourdonnement de fonds constant d'une communauté autonome. Il n'y avait pas de « temps seul » tel que nous le comprenons. La présence constante d'autres personnes était la norme absolue. Les enfants avaient leurs tâches, soins aux animaux comme les oies, les poulets et les chèvres, jardinage, aide à la cuisine, entretien des vêtements, travaux agricoles et soins aux frères et sœurs plus jeunes. Toutes ces activités se déroulaient dans un espace partagé sous le regard constant des autres membres de la maisonnée. Cette absence d'intimité créait néanmoins des liens communautaires étroits forgés par la nécessité. Les affaires de chacun étaient les affaires de tous. Votre réputation et votre position sociale étaient constamment observées et jugées par ceux qui vous entouraient. Il existait un réseau de soutien puissant, mais aussi une pression sociale intense. Vous ne pouviez pas cacher vos problèmes, vos succès, vos disputes ou vos célébrations. Tout se déroulait dans le domaine semi-public de la vie communautaire. Cette transparence forcée avait des avantages. Les personnes vulnérables comme les enfants, les malades ou les personnes âgées bénéficiaient d'une surveillance constante et d'un soutien. Mais elle signifiait aussi que l'individualité telle que nous la valorisons aujourd'hui était subordonnée aux normes et aux attentes collectives. Votre comportement devait se conformer aux standards communautaires parce qu'il était impossible de le cacher. Chapitre 9. Cadre juridique et résolution des conflits. Face à tous ces défis de la vie en proximité forcée, le bruit, les odeurs, les murs partagés, l'absence d'intimité, comment la société médiévale gérait-elle les inévitables conflits qui en résultaient? Loin d'être une période de chaos juridique, le Moyen Âge avait développé des systèmes sophistiqués et à plusieurs niveaux pour la résolution des litiges entre voisins. Les cours manoriales constituaient le lieu le plus courant pour la résolution des conflits. Ces juridictions légales spéciales, gérées par les propriétaires terriens et fréquentées par les tenanciers du manoir, existaient par milliers à travers la campagne anglaise et dans d'autres régions d'Europe. La Leet Court, en particulier, adjugeait les infractions criminelles mineures comme l'intrusion, régulait les comportements déviants, surveillait les poids et mesures et gérait l'assainissement et les nuisances, ainsi que l'entretien des infrastructures locales comme les fossés et les routes. Ce qui distingue l'approche médiévale de résolution des conflits, c'est l'accent mis sur la médiation plutôt que sur le jugement punitif. Les seigneurs locaux, les guildes et les institutions religieuses médiaient les litiges. Les autorités locales, qu'il s'agisse du propriétaire terrien, du shérif, du comte ou du roi, étaient censées agir comme pacificateurs. Le juge ne tranchait pas définitivement en faveur de l'un ou de l'autre, mais agissait plutôt comme médiateur,
essayant d'atteindre un accord acceptable pour les deux parties. Les deux côtés présentaient leur position avec des témoins, des compagnons de serment et des preuves matérielles. L'objectif n'était pas tant de punir le coupable que de restaurer l'harmonie communautaire et de permettre aux voisins de continuer à vivre côte à côte de manière pacifique. Cette approche reconnaissait la réalité pratique que dans un environnement urbain dense, les voisins ne pouvaient pas simplement s'éviter après un conflit, ils devaient trouver un moyen de coexister. L'arbitrage était fréquemment et durablement utilisé pour régler les litiges à tous les niveaux de la société tout au long de la période médiévale. Les parties utilisaient couramment des panels d'arbitrage composés d'un nombre égal d'hommes de chaque côté. Ces panels discutaient, déterminaient et décidaient des litiges. Cette justice communautaire reposait sur la connaissance intime que les membres de la communauté avaient les uns des autres et sur leur compréhension des circonstances locales. En Angleterre médiévale, entre 1154 et 1558, le Conseil du roi et même le Parlement offraient médiation et arbitrage. De manière remarquable, la portée incluait des litiges qui ne seraient pas arbitrables aujourd'hui, propriété foncière en freehold, statut social, et même viol, meurtre et émeute. Cette flexibilité du système permettait de l'adapter aux besoins communautaires spécifiques plutôt que d'imposer une approche rigide à tous les cas. Les guildes artisanales jouaient également un rôle crucial dans l'autorégulation de leurs membres. Les quartiers de métier permettaient aux membres de se surveiller mutuellement pour les violations des statuts de leur profession. La résolution interne des litiges, avant d'impliquer les autorités extérieures, était encouragée et souvent réussie. Les guildes offraient protection mutuelle, mais aussi responsabilité mutuelle. Si vous violiez les normes de votre profession ou causiez des problèmes à vos voisins artisans, vos collègues de guilde interviendraient avant que la situation ne dégénère en conflit juridique formel. Avec l'expansion du commerce, l'arbitrage devint vital pour les marchands. Des organisations comme la Ligue hanséatique préféraient l'arbitrage pour résoudre rapidement les conflits commerciaux. Les litiges commerciaux pouvaient affecter des réseaux commerciaux entiers, créant un besoin de mécanismes de résolution efficaces qui ne perturbaient pas le flux des affaires. Pourquoi ce système fonctionnait-il aussi bien qu'il le faisait? Plusieurs facteurs se combinaient pour créer un environnement propice à la résolution communautaire des conflits. D'abord, les communautés étaient basées sur des relations personnelles et une connaissance mutuelle approfondie. Tout le monde se connaissait, et la réputation comptait intensément dans des quartiers si étroitement liés. Agir comme un mauvais voisin portait atteinte à votre réputation, ce qui pouvait avoir des conséquences économiques et sociales graves. La pression sociale constituait un puissant mécanisme d'application des normes. Ensuite, le système offrait une flexibilité pour trouver des solutions qui préservaient les relations de voisinage continu. Plutôt qu'un jugement gagnant-perdant qui laissait une partie amère et ressentie, la médiation cherchait des compromis que les deux parties pouvaient accepter. Enfin, les multiples niveaux de résolution, informels au sein de la communauté, guildes, cours manoriales, tribunaux municipaux et finalement tribunaux royaux, offraient de nombreuses opportunités de résoudre les conflits avant qu'ils n'atteignent les niveaux les plus élevés et les plus coûteux du système juridique. Chapitre 10. Géographie sociale. Quartier de métier et mélange de classes. L'organisation spatiale des villes médiévales créait des dynamiques sociales particulières qui influençaient profondément les relations de voisinage. À partir du XIe siècle et à travers la fin du Moyen Âge, l'essor des marchands et des artisans urbains provoqua la formation d'une nouvelle classe sociale, la classe moyenne, qui perturbait significativement la hiérarchie médiévale traditionnelle basée sur la division entre noblesse et paysannerie. L'environnement urbain créait ainsi de nouvelles dynamiques sociales impossibles dans le monde féodal rural.
les métiers se concentraient dans des quartiers spécifiques et le long de certaines routes, initialement attirées par des commodités comme l'accès à l'eau ou de bonnes routes. Ces regroupements laissèrent des traces durables dans la nomenclature urbaine. La plupart des villes européennes possèdent encore aujourd'hui une rue des charpentiers, des pelletiers ou des selliers. Les artisans vivaient et travaillaient dans les mêmes quartiers, créant des communautés très soudées. Cette proximité permettait aux membres d'un même métier de se regrouper pour une protection mutuelle. En cas de menace externe ou de conflit avec d'autres guildes, la solidarité professionnelle se transformait en solidarité de quartier. Mais cette concentration avait aussi un côté moins harmonieux. Les membres se surveillaient également les uns les autres pour détecter les violations des statuts de leur métier. La concurrence entre artisans du même quartier pouvait être féroce, et le contrôle de qualité était souvent rigoureux et impitoyablement appliqué. La classe des bourgeois émergea comme une force sociale nouvelle et dynamique. Initialement, elle se composait uniquement de marchands et d'artisans vivant dans les villes. Pour vivre et travailler comme bourgeois, il fallait une permission spéciale du roi, ce qui conférait un statut juridique distinct. Les bourgeois étaient des citadins, des commerçants, des artisans. Les habitants des villes, particulièrement les marchands et les artisans, jouissaient de la plus grande autonomie et des meilleures chances d'améliorer leur position sociale. Contrairement aux serfs liés à la terre ou aux nobles dont le statut était déterminé par la naissance, les bourgeois pouvaient, par leur travail et leur habileté commerciale, améliorer considérablement leur situation économique et parfois même accéder à des positions de pouvoir politique au sein de leur ville. Les guildes établissaient des règles techniques détaillées qui régulaient non seulement la qualité du travail, mais aussi les conditions dans lesquelles il devait être effectué. Le Code des fabricants de ceintures, par exemple, interdisait le travail de nuit ou le travail en dehors de la maison du maître. Le cuir ne pouvait être acheté qu'auprès des tanneurs de la ville. Les tanneurs, les gantiers, les parcheminiers, les fabricants de ceintures, les corroyeurs et les cordonniers agissaient ensemble pour s'assurer que les peaux apportées à la ville étaient de bonne qualité. Cette coopération entre métiers partageant des matières premières ou des processus créait une interdépendance qui allait au-delà de la simple proximité géographique. Les quartiers d'artisans fonctionnaient comme des écosystèmes économiques intégrés où différents métiers se soutenaient mutuellement tout en se surveillant pour maintenir des standards. Contrairement aux quartiers modernes, souvent ségrégués par classe sociale, les quartiers urbains médiévaux pouvaient présenter un mélange vertical de classes. Les bâtiments urbains médiévaux abritaient parfois plusieurs classes sociales dans une structure verticale. Le rez-de-chaussée contenait les boutiques et les ateliers, tandis que les étages supérieurs servaient d'espace de vie. Un marchand prospère pouvait vivre au-dessus de sa propre boutique. Les serviteurs et les apprentis résidaient dans le même bâtiment, souvent dans les combles ou des pièces plus petites. Les riches et les pauvres se retrouvaient ainsi dans les mêmes quartiers, bien que peut-être dans des rues différentes ou à des niveaux différents du même bâtiment. Cette proximité verticale créait des interactions quotidiennes entre classes qui seraient inhabituelles dans nos sociétés modernes, plus ségrégées spatialement. L'identité professionnelle devenait une identité communautaire. Être forgeron ne signifiait pas seulement exercer un métier, mais appartenir au quartier des forgerons, participer à la guilde des forgerons et partager une culture professionnelle commune. Les enfants suivaient souvent les métiers de leurs parents, perpétuant les traditions familiales et de quartier. Les apprentis vivaient avec leurs maîtres, créant des familles professionnelles qui transcendaient les liens de sang. Cette organisation socio-spatiale créait une identité collective forte basée sur le métier et le lieu, où vos voisins étaient aussi vos collègues, vos concurrents
et les témoins constants de votre réputation professionnelle. Chapitre 11. Adaptation et résilience. Comment ils ont survécu? Après avoir exploré tous ces défis de la vie urbaine médiévale, une question demeure. Comment les gens ont-ils réellement vécu dans de telles conditions? La réponse réside dans une combinaison d'attentes ajustées, de normes sociales robustes, d'adaptations pratiques et de rythmes temporels partagés. Commençons par reconnaître que les habitants médiévaux avaient une base de référence radicalement différente pour ce qui constituait des conditions de vie acceptables. Ce que nous trouverions intolérable était leur normalité. Ils n'idéalisaient pas le silence, l'intimité ou un environnement pristine parce qu'ils n'avaient jamais connu ces conditions. Leurs attentes s'étaient adaptées à la réalité de la vie urbaine telle qu'elle existait, pas telle qu'elle pourrait être dans un monde hypothétique différent. Au-delà des réglementations formelles que nous avons examinées, des normes sociales informelles gouvernèrent le comportement quotidien. La réputation dans une communauté si étroitement liée constituait un motivateur puissant. Être connu comme un mauvais voisin portait atteinte à votre position sociale, affectait vos opportunités commerciales et pouvait même vous ostraciser de la communauté. La honte servait de mécanisme d'application pour les comportements de mauvais voisinage, qui ne violaient peut-être pas formellement les lois, mais qui transgressaient les normes communautaires. Avant de porter plainte formelle devant un tribunal, les gens tentaient généralement une médiation informelle. Un voisin respecté pourrait intervenir pour aider à résoudre un différend naissant avant qu'il ne s'envenime. Les prêtres locaux jouaient souvent ce rôle de médiateurs informels, invoquant les enseignements chrétiens sur la charité et le pardon pour encourager la réconciliation. Les adaptations pratiques permettaient de gérer certains inconvénients de la vie urbaine dense. Les volets de bois bloquaient une partie du bruit et de la lumière quand nécessaire, créant au moins une barrière partielle contre l'environnement extérieur. Les arrangements de sommeil s'adaptaient aux niveaux sonores ambiants. Quand tout le monde dort dans la même pièce et que le bruit extérieur est constant, vous apprenez à dormir malgré ces perturbations. Les horaires de travail étaient parfois coordonnés avec les voisins lorsque possible pour minimiser les conflits. Les ressources partagées, comme les puits ou les cours, nécessitaient une coopération, créant des opportunités pour développer des relations de bon voisinage. La nécessité engendrait des solutions pratiques que les gens développaient collectivement au fil du temps. Les rythmes temporels partagés jouaient un rôle crucial dans la création d'une vie communautaire prévisible. Les cloches d'église structuraient la journée pour toute la communauté. Ce cadre temporel partagé créait une prévisibilité qui aidait à organiser la vie collective. Chacun savait quand les portes de la ville s'ouvraient et se fermaient, quand les marchés fonctionnaient, quand les offices religieux avaient lieu. Les couvre-feux et les réglementations sur les heures de travail donnaient certaines périodes de calme relatif. Les heures canoniques marquaient le temps pour tout le monde, créant un rythme communal plutôt que des horaires individuels. Cette synchronisation temporelle facilitait la coordination et réduisait certains conflits potentiels. La religion et les valeurs communautaires chrétiennes fournissaient un cadre pour le comportement éthique envers les voisins. Les enseignements chrétiens mettaient l'accent sur la charité, la patience et la tolérance. Les festivals religieux rassemblèrent la communauté dans des célébrations partagées qui renforçaient les liens sociaux. Les croyances partagées offraient un cadre pour comprendre les obligations mutuelles entre voisins. La paroisse fonctionnait comme une unité sociale qui renforçait les liens communautaires au-delà des liens économiques ou familiaux. Les obligations religieuses de prendre soin de ses voisins n'étaient pas de simples abstractions, mais des attentes concrètes qui influençaient le comportement quotidien. Il serait cependant erroné de romancer cette situation.
Les conflits étaient réels et fréquents. Les archives judiciaires témoignent de la persistance et parfois de la gravité des disputes de voisinage. Quand les systèmes informels échouaient, le système juridique fournissait un recours. Mais les procès pouvaient être longs, coûteux et amers. La violence survenait parfois autour des litiges de voisinage, particulièrement quand les enjeux financiers ou l'honneur personnel étaient en jeu. Les tribunaux montrent la persistance et la sévérité des conflits. Mais ils montrent aussi que des systèmes pour gérer ces conflits existaient et fonctionnaient au moins partiellement. La société médiévale n'était pas un paradis harmonieux de coopération, mais ce n'était pas non plus un chaos anarchique. C'était une société avec des tensions constantes qui nécessitaient une négociation perpétuelle et des mécanismes institutionnels pour empêcher ces tensions de détruire le tissu social. Conclusion. En regardant en arrière depuis notre perspective moderne, ce qui émerge de cette exploration de la vie de voisinage médiévale, c'est une image bien plus nuancée et sophistiquée que les stéréotypes populaires ne le suggèrent. Les villes médiévales n'étaient pas un chaos sans loi où les gens subissaient passivement des conditions insupportables. Au contraire, elles ont développé des réglementations remarquablement sophistiquées traitant du bruit, des odeurs et des murs partagés. De multiples couches de résolution de conflits existaient: tribunaux municipaux, guildes, médiation, arbitrage. Les cadres juridiques étaient étonnamment nuancés et complets, évoluant en réponse aux problèmes réels rencontrés par les citoyens urbains. La conscience environnementale se manifestait dans le traitement de l'odeur comme préoccupation publique, le zonage des métiers polluants et les systèmes de gestion des déchets. Les codes du bâtiment évoluaient en réponse aux dangers d'incendie et aux conflits de voisinage, devenant progressivement plus détaillés et plus stricts au fil des catastrophes et des leçons apprises. L'élément humain dans cette histoire mérite d'être souligné. Les habitants médiévaux n'étaient pas des victimes passives de leurs conditions. Ils cherchaient activement des solutions à travers la loi, la réglementation et les normes sociales. Les plaintes aux autorités montrent une agentivité et des attentes de réponse gouvernementales. L'innovation, comme la toilette à chasse artisanale d'Alice Wade, témoigne de la créativité des gens face aux défis sanitaires, même si ces innovations n'étaient pas toujours couronnées de succès. Les habitants médiévaux se sont adaptés et ont développé des mécanismes d'adaptation qui leur permettaient de fonctionner dans des environnements que nous trouverions presque impossibles à supporter. Quand nous voyons cela avec les yeux d'aujourd'hui, les parallèles modernes deviennent frappants. Les défis de la densité urbaine ne sont pas nouveaux. Les villes médiévales ont affronté les mêmes problèmes fondamentaux que nos métropoles contemporaines. Comment gérer le bruit dans des espaces surpeuplés? Comment disposer des déchets? Comment résoudre les litiges entre voisins? Comment équilibrer les libertés individuelles avec la sécurité collective? Les plaintes pour bruit, les litiges d'assainissement et les codes du bâtiment trouvent leurs précédents médiévaux. Le zonage artisanal a évolué vers notre zonage industriel moderne. Les disputes de voisinage concernant les limites de propriété, le bruit et les odeurs persistent aujourd'hui. Les cadres juridiques pour les murs mitoyens et la résolution des litiges restent pertinents. Peut-être que l'accent médiéval sur la médiation et la résolution communautaire offre même des leçons pour notre époque, où les litiges deviennent souvent des batailles juridiques coûteuses qui détruisent les relations plutôt que de les préserver. Ce que nous avons perdu et gagné dans la transition vers la modernité mérite réflexion. Nous avons perdu les liens communautaires étroits forgés par la proximité forcée. Nous avons perdu les rythmes temporels partagés et l'identité communautaire forte qui venait de vivre et travailler si près de nos voisins. Mais nous avons gagné l'intimité, l'assainissement,
le contrôle du bruit et l'espace personnel. Nous avons gagné la sécurité des bâtiments, la prévention des incendies et les systèmes de gestion des déchets qui fonctionnent bien mieux que leurs précurseurs médiévaux. Il existe des compromis entre la communauté et l'individualité, et chaque société doit naviguer ces compromis selon ses propres valeurs et circonstances. La capacité d'adaptation de la nature humaine ressort comme une leçon fondamentale de cette exploration. Les habitants médiévaux se sont adaptés à des conditions que nous pouvons à peine imaginer. Leur résilience face au bruit, aux odeurs et au manque d'intimité témoigne de la remarquable flexibilité humaine. Ils avaient des attentes différentes, mais des besoins humains similaires aux nôtres. Cette histoire montre la capacité humaine à créer des sociétés fonctionnelles, même dans des conditions difficiles. Les relations de voisinage médiévales nécessitaient une négociation constante, un équilibre perpétuel entre les besoins individuels et la survie communautaire. Les systèmes juridiques et sociaux ont évolué pour gérer les conflits inévitables de la cohabitation forcée. Comprendre ces solutions médiévales enrichit notre perspective sur la vie urbaine moderne et nous rappelle que les défis que nous affrontons aujourd'hui ont souvent des racines historiques profondes. Le passé offre des aperçus surprenants pour les défis présents, nous montrant que l'ingéniosité humaine face à la densité urbaine n'est pas un phénomène nouveau, mais une constante de la civilisation humaine. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration des relations de voisinage médiévales et de la vie urbaine dans les villes les plus densément peuplées de l'histoire européenne. J'espère que vous avez découvert à quel point la planification urbaine et les systèmes juridiques médiévaux étaient étonnamment sophistiqués, et comment nos ancêtres ont fait preuve d'une remarquable ingéniosité pour gérer les défis de la cohabitation forcée. Si vous avez apprécié ce voyage dans la vie quotidienne médiévale, je serais heureux si vous pouviez liker cette exploration. Partagez-la avec toute personne intéressée par l'histoire, la planification urbaine, ou simplement curieuse de savoir comment les gens vivaient autrefois. Abonnez-vous pour davantage d'exploration de la vie médiévale qui démystifie les stéréotypes et révèle la complexité fascinante de cette période. Laissez un commentaire. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans la manière dont les voisins médiévaux géraient les quartiers surpeuplés? Comment pensez-vous que nous pourrions appliquer certaines de leurs solutions à nos propres défis urbains contemporains? Merci de m'avoir regardé et à la prochaine fois pour une autre plongée dans le monde médiéval.